Moi, je pense que la société actuelle va vers un chaos total. Il n'y a plus de leaders, il y a seulement des manipulateurs qui sont derrière la scène. Ces personnes qui semblent nous diriger, en fait, sont des marionnettes qui ne nous dirigent pas. Elles sont dirigées par d'autres. Mais ces autres, ce sont des gens très influents, qui ont une vision de la personne humaine qui est désastreuse, et surtout, ce sont des gens qui veulent assouvir leur pouvoir. Il y a des manipulateurs, il y a des marionnettes, et il y a les sauveurs, qui sont encore les plus dangereux de tous. Parce que les sauveurs, ils ont l'air gentils, ils ont l'air bons, ils sont très attrayants. Et je pense que les sauveurs attendent leur temps. Et c'est là que va être le grand combat. Parce que le combat contre les manipulateurs, il est très visible et tu comprends de quoi il s'agit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils regardent tous ces manipulateurs, mais ils ne regardent pas ce qui peut venir après. Et c'est ces gars-là qui font peur. Parce que c'est le mensonge. Ce sera le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Bonjour Alexandre Diani-Navarre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors, je rappelle aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes d'origine française, russe et géorgienne. Vous êtes juriste de formation et vous avez exercé le métier d'avocat en France et en Finlande pendant plusieurs années, avant de développer le système de leadership vertueux, qui est aujourd'hui enseigné à travers une vingtaine d'instituts répartis sur les 5 continents. Vous avez aussi écrit une dizaine d'ouvrages consacrés au sujet du leadership. Dans le livre « Un chemin russe », vous expliquez notamment que l'exercice du leadership vertueux nécessite de prendre conscience de sa vocation et de sa mission dans l'existence. Alors, quelle est la différence que vous faites entre la vocation et la mission? Pourquoi est-il fondamental de découvrir sa mission dans l'existence et comment y parvenir? Ouais, c'est une question effectivement très importante parce que le leadership, c'est quand même un appel à l'action. Hein, et donc le concept de mission, le mot latin missere veut dire envoyer. Tu es envoyé à faire quelque chose, tu vois. Alors que le concept de vocation, il y a un autre mot latin, vocare, tu es appelé. Et pour moi, tu es appelé à être quelqu'un. Alors que tu es envoyé à faire quelque chose, mais tu es appelé à être quelqu'un. C'est pour ça que je considère que la vocation est quelque chose de profondément religieux, au sens large du terme. Hein. Je parle de la religion naturelle. C'est une personne qui se rend compte qu'elle est appelée par Dieu ou par la nature à être quelqu'un, à se comporter d'une manière déterminée, à penser d'une manière déterminée, à sentir d'une manière déterminée, à agir d'une manière déterminée. C'est ça ce que j'appelle une vocation. C'est vraiment un cadre existentiel. C'est qui es-tu? Tu vois? Et donc c'est quelque chose de... Le concept de vocation suppose un certain esprit religieux de la part de la personne. Et des personnes qui n'ont pas un esprit religieux avec difficulté découvriront de leur vocation dans l'existence. Par contre, tu as de très nombreuses personnes, même si elles n'ont pas d'esprit religieux, qui comprennent parfaitement quelle est leur mission, c'est-à-dire la chose à laquelle elles sont appelées à faire. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus d'être, il s'agit de faire une chose concrète. Et faire une chose concrète que tu fais tous les jours, bien évidemment, puisque ta mission, c'est quelque chose que tu réalises dans tous les instants de ton existence, du matin au soir, du soir au matin, tout le temps. C'est une chose que tu réalises durant toute ta vie, mais ce n'est pas un appel à être, c'est un appel à l'action. Donc, la vocation est importante chez l'être humain parce que c'est un peu le cadre, je dirais. C'est le cadre de ta mission. C'est un appel à être, à sentir, je répète, à penser, à faire d'une manière déterminée un certain nombre de choses. Alors que la mission, c'est un appel à faire une chose concrète. Donc, là, tu as beaucoup de gens qui se rendent compte de leur talent, qui se rendent compte de leurs capacités, qui connaissent bien, qui ont un très haut niveau de connaissance personnelle, de connaissance de soi. Et ces gens-là peuvent arriver assez facilement à découvrir leur mission dans l'existence. Parce que la mission, je le répète toujours, c'est pas ce que j'ai envie de faire. La mission, c'est finalement qui suis-je ? Tu vois, et quel est le challenge qu'il y a dans la société? Ça peut être un challenge, un défi social, culturel, politique ou humain. Et toi, tu te rends compte qu'avec les talents que tu as, avec les dons que tu as reçus, avec ton histoire personnelle, tu peux relever ce défi. Ce défi est ton défi, parce que tu as les qualités pour le faire. Donc ça suppose une réflexion que toute personne peut faire, une réflexion qui la pousse à se connaître elle-même très bien. Et plus tu te connais, plus tu vas découvrir ta mission dans l'existence. Et ça, il n'est pas nécessaire d'être un être profondément religieux pour arriver à découvrir sa mission dans l'existence. Il suffit d'être une personne qui se connaît bien elle-même.
je répète, qui connaît bien son histoire, qui connaît bien sa spécificité. Parce que ta mission, c'est ta contribution spécifique au bien commun. Et le grand problème qui se pose chez bien des gens, c'est quoi ma spécificité? Tu vois? Donc, plus tu arrives à découvrir ta spécificité, c'est-à-dire ton talent propre, tes capacités particulières d'action, ton histoire particulière, tes parents, tes grands-parents, ton pays, qu'est-ce que tu as reçu. Plus tu arrives à connaître la spécificité de ta vie, plus tu peux arriver à comprendre quelle est ta mission dans l'existence. Donc ça suppose un travail de réflexion complexe. Alors que découvrir sa vocation dans l'existence, je dirais, ça suppose tout simplement une relation privilégiée entre la personne et le Dieu qui l'a créé. Ça, c'est quelque chose de religieux, tu comprends. Une personne profonde peut arriver à comprendre quelle est sa vocation, ce que Dieu attend de lui, pas ce que Dieu veut qu'elle fasse, mais ce que Dieu attend, quel type de personne Dieu veut que cette personne soit. Mais tu as beaucoup de gens qui ont un sens de la vocation parce qu'elles ont une certaine religiosité intérieure, mais qui n'ont pas le sens de la mission, parce qu'elles ne se connaissent pas bien elles-mêmes, elles ne connaissent pas bien leurs talents, elles n'ont pas ce qu'on appelle la vertu humaine de la magnanimité, qui est la vertu des grands. Et donc elles sont là avec une vocation, une belle vocation, une vocation à être, mais elles n'ont pas le sens de la mission, effectivement, et elles ne font rien. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne font rien parce qu'elles n'ont pas la magnanimité, parce qu'elles n'ont pas découvert leur talent spécifique, leur talent propre, les dons particuliers qu'ils ont reçus, et donc dans leur vie, il n'y a pas d'action. Et tu trouves des personnes, c'est l'inverse. Il y a la magnanimité, il y a l'action, il y a la connaissance de soi, il y a le défi que tu relèves, mais il n'y a pas le cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le cadre vocationnel. Il y a tout simplement une mission, mais il n'y a pas un cadre vocationnel. Et je pense que une situation comme l'autre situation est mauvaise. Il faut vraiment qu'une personne réfléchisse, finalement, quelle est ma vocation? C'est-à-dire quel est le cadre de mon existence, puisque c'est dans ce cadre que s'exerce ma mission. Et ensuite, quelle est ma mission concrète? Il faut l'un et l'autre pour être une personne heureuse, une personne efficace, une personne complète. Et donc je pense que si parmi nous, il y a des gens qui comprennent, alors moi je vois ma vocation mais je ne comprends pas ma mission, ben, il faut réfléchir à fond sur ta mission. Et d'autres personnes disent je vois ma mission mais je ne comprends pas bien l'aspect vocationnel, et ben, il faut qu'elles découvrent en elles peut-être une certaine religiosité naturelle qui va les élever, qui va leur faire comprendre le cadre de l'exercice de cette mission. Tu vois? Donc là, c'est clair que la mission fait appel surtout à la vertu naturelle de la magnanimité, qui est la vertu des grands, la vertu de grandeur, la tension du cœur, du corps, de l'esprit et de la volonté vers les grandes choses. Et la vocation fait appel surtout, je dirais, aux vertus qu'on appelle surnaturelles, qui sont les vertus de foi, d'espérance et d'amour. C'est deux domaines différents. La vocation, c'est vraiment un domaine religieux, je disais, et la mission, c'est un domaine absolument humain, très humain. Même si parfois on voit dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des vocations et des missions qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Tu penses à Jeanne d'Arc, tu penses à Moïse, tu penses au roi David, tu vois qu'ils ont des missions concrètes, mais que leur mission, en fait, elle s'identifie pratiquement à leur vocation. Mais je ne pense pas que tous les jours, Dieu demande aux gens de faire des choses, tu comprends, d'une manière concrète. Je pense qu'il veut surtout que les personnes réfléchissent, qu'elles utilisent leur intelligence pour bien se connaître elles-mêmes, et avec liberté, avec responsabilité, elles arrivent à comprendre ce que moi je suis réellement, et en fonction de ce que je suis, quel est le défi que je dois relever. Et donc là, les personnes ont une très très grande responsabilité. C'est plutôt c'est de chacun d'entre nous que devient ce travail qui nous pousse à découvrir notre mission dans l'existence. Et on peut arriver assez proche à découvrir sa mission, tu vois, en fonction de son histoire. Moi, par exemple, la mission que j'ai découverte à l'âge de 35-40 ans, c'est grandir en faisant grandir les autres. Enflammer les cœurs pour la grandeur. Enflammer les cœurs pour la grandeur, c'est-à-dire que toute l'histoire toute mon histoire est finalement l'histoire d'une personne. J'ai vécu avec des grands-parents qui étaient des gens tout à fait extraordinaires, qui avaient des talents incroyables, qui avaient fui le régime bolchevique, qui avaient beaucoup souffert, il y a beaucoup de sang dans leur vie, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Mais c'est des gens grands. Ils étaient magnanimes, ils étaient grands, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été éduqué par ces personnes. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, avec mes parents, et puis plus tard,
durant mes années d'université, d'école, fin des années de terminale et d'université, je me suis rendu compte que le monde tombe dans la pusillanimité totale. Et j'ai pu faire cette comparaison inconsciente entre ce que j'ai reçu et ce qui se passe. Et c'est donc mon histoire personnelle qui m'a poussé à comprendre que finalement, ma mission doit être en fait de rappeler aux gens le sens de la dignité, le sens de la liberté, le sens de la grandeur, le cœur, l'intelligence, cette anthropologie qui te pousse à aller contre le mouvement naturel de la civilisation contemporaine, qui est un mouvement pusillanime, qui va contre la dignité humaine et qui arrête de faire rêver les gens, qui les zombifie. Tu vois, donc c'est quand même une histoire personnelle, des comparaisons que tu fais, et ensuite tu te rends compte des talents que tu as reçus, et ensuite tu passes à l'action. Donc la mission, c'est l'action, c'est un appel à agir, alors que la vocation, c'est un appel à être. Et l'un comme l'autre sont importants. Il ne faut pas minimiser ni l'un ni l'autre. Vous expliquez aussi dans ce livre « Un chemin russe » que la crise du monde moderne n'est pas une crise de l'information, mais une crise de la formation et une crise de l'éducation. En quoi le monde moderne fait-il l'expérience d'une crise de la formation et d'une crise de l'éducation, selon vous? Bon, la formation et l'information, ce n'est pas la même chose. La formation, c'est la même chose que l'éducation. Hein? Le mot éducation, il vient du latin educare, qui vient d'un autre mot latin educere, qui veut dire faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans une personne. Alors on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'université, elle fait tout sauf ça. C'est clair et net. Aujourd'hui, l'université, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend de l'information, quand les cours sont payants, elle vend de l'information aux élèves, mais elle ne veut surtout pas s'occuper de leur formation. La formation, c'est la formation du caractère. C'est-à-dire que la formation, l'éducation, elle touche aussi bien le cœur et la volonté que l'intelligence. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit que toute cette, ce qu'on appelle la formation, ce qu'on appelle l'information qui est donnée aux élèves, elle touche leur intelligence. L'objectif, c'est de faire des êtres intelligents. Mais des êtres intelligents qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de volonté, mais qui savent. Tu vois? Et alors avec ça, dans quoi tu tombes? Tu vas tomber dans la ruse. Au lieu de tomber dans la sagesse, en fait, tu ne formes pas des gens sages. Tu formes des gens informés qui peuvent devenir rusés. Et c'est la grande différence qu'il y a entre la vertu naturelle de prudence, donc de sagesse pratique, et la ruse. Souvent on dit il est intelligent. En fait, il n'est pas du tout intelligent, il est rusé. Donc en fait, l'information que l'on donne aujourd'hui, ce n'est pas de la formation, parce qu'on se désintéresse complètement du cœur des personnes et on se désintéresse de leur volonté. C'est donc une information donc intellectuelle qui est dirigée à l'intelligence de la personne, mais comme cette intelligence n'est pas reliée au cœur et à la volonté, c'est pas de l'intelligence, c'est autre chose. C'est de la formation qui fait de toi un type rusé, un type qui sait comment en sortir, qui sait être au bon moment, à la bonne place. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est pas de l'éducation. Ça, c'est pas de educere. Ça, c'est uniquement donner aux gens de l'information pour qu'ils soient au bon moment, à la bonne place, qu'ils fassent une bonne carrière et qu'ils savent comment on nous voit. Et c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois? Donc, la vraie éducation, c'est une éducation qui touche le cœur des personnes, formation du cœur. Tu vois? La formation du cœur, la formation des sentiments, le sens du bien, le sens du beau, le sens de la grandeur, la compréhension du sens de la souffrance, le sens de la liberté et de la dignité. Ça, c'est la formation du cœur, tu comprends? Et je trouve que l'être humain aujourd'hui, il a très peu ce sens. Il n'a pas de sens, en fait. Il n'a qu'un intellect. Mais un intellect qui ne fonctionne pas comme un intellect humain, parce qu'il n'est pas relié au cœur, il n'est pas relié à la volonté. Il fonctionne indépendamment. C'est l'intellect de la ruse. C'est ça ce qu'on forme aujourd'hui. Et on dit qu'on forme, on ne forme pas. En fait, on déforme. Parce que la vraie formation, la seule formation possible, c'est celle qui touche le cœur, l'intelligence et la volonté. D'abord le cœur, parce que c'est le cœur qui contemple le beau. C'est le cœur qui perçoit le beau, le grand, le magnifique. Tu vois, c'est la vérité. C'est le cœur qui perçoit ces choses-là d'une manière intuitive. Ensuite, le cœur, il donne une impulsion à l'intelligence pour que l'intelligence réfléchisse sur ces choses-là. Et ensuite, l'intelligence donne une impulsion à la volonté pour que la volonté passe à l'action. Le cœur est le centre et le cœur est la base. Ensuite, tu as l'intellect qui concrétise, parce que le cœur, il est général. Il ne formule pas les choses, il les ressent.
Ensuite, tu as l'intelligence qui la formule et l'intelligence qui donne une impulsion à la volonté pour qu'elle agisse. Et de la vraie formation, c'est une formation qui touche à ces 3 niveaux. Et aujourd'hui, on est tous devenus des rationalistes. Pas des gens rationnels, mais rationalistes. C'est pas la même chose. Être rationnel, je trouve que c'est très beau. Et tu sais, la France, pour moi, c'est quand même le pays de la rationalité. J'ai vécu 27 ans en France, et j'avoue que j'ai reçu beaucoup en termes de rationalité. Mais je ne suis pas naïf. Et je me rends bien compte que bien des gens qui s'appellent rationnels, en fait, sont devenus des rationalistes. Parce que leur cœur et leur volonté ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, tu tombes dans le rationalisme, qui lui est une hérésie. C'est une déformation, en fait, de la rationalité. Et donc en France, tu as des gens rationnels, mais tu as une quantité de gens qui sont rationalistes. Moi, les rationnels, j'aime bien être avec eux, parce que c'est important, cette logique que tu trouves chez le Français. C'est quelque chose dont tu apprends beaucoup. Moi qui habite en Russie, c'est quelque chose qui manque un petit peu en Russie. Il y a d'autres valeurs en Russie, c'est plutôt les valeurs du cœur, mais les valeurs de la raison, de la raison ne sont pas forcément très développées. Et tu vois que en France, il y a ça, mais tu vois aussi que la grande majorité des gens, malheureusement, ne sont pas rationnels. Ils sont devenus rationalistes. Et c'est une frustration, c'est une castration, en fait, de la raison. Tu vois ? Donc, je pense que la formation est quelque chose de très important. C'est l'éducation, la formation touche ces 3 aspects de la personnalité humaine que l'on ne peut jamais séparer l'un de l'autre. Sinon, on tombe dans le rationalisme, soit dans le sentimentalisme, soit dans le volontarisme. Et il faut que le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent constamment main dans la main. Sinon, on crée des êtres difformes. Et toute la philosophie, que ce soit de Descartes, que ce soit de Rousseau, que ce soit de Nietzsche, c'est du rationalisme, du sentimentalisme et du volontarisme. Et c'est une philosophie, je dirais, partielle, parce qu'elle est créée, fondée, développée par des gens qui sont partiaux. Quand tu as que le cœur qui fonctionne, tu es partiel, tu es un sentimental, ou un sentimentaliste, comme tu veux. Si tu n'as que l'intelligence qui fonctionne, tu es un rationaliste. Tu n'es pas rationnel, tu deviens un rationaliste. Et si tu n'as que la volonté qui fonctionne, comme chez Nietzsche, tu es un volontariste. Mais ces personnes, ce ne sont pas des êtres complets, ce sont des êtres partiels. Des êtres partiels, et donc qui produisent une philosophie partielle. Et cette philosophie partielle, on appelle ça une idéologie. Tout ce qui est partiel, c'est de l'idéologie. Pour lutter contre l'idéologie, ce qu'il faut, c'est la globalité, la totalité. Donc la formation, c'est ça qui fait vraiment des gens heureux et des gens vraiment capables, c'est-à-dire intelligents au sens propre du terme, intelligents avec ce qu'on appelle la sagesse, la vraie sagesse, la sagesse pratique. Donc voilà ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'éducation. Je vois partout de l'information, tu vois, cette information. Donc la sagesse est noyée dans l'information. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus que de l'information partout. Et la plupart des gens, ils prennent de l'information, mais il n'y a pas de cadre moral dans lequel ils peuvent situer cette information qu'ils reçoivent. Et donc ils se dispersent dans tous les sens. Et toute information qu'ils reçoivent, au lieu de les faire grandir, elle les déstabilise. Alors qu'une personne qui est bien formée, avec le cœur, l'intelligence et la volonté qui est bien formée, elle a créé un cadre moral dans son existence, et toute information qui rentre, elle trouve sa place. Et il y a un ordre pour elle. Dans sa tête et dans son cœur, il y a un ordre pour cette information. La plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, tu vois, il n'y a pas aucun ordre. L'information qui rentre, c'est de l'émotion. Mais il n'y a pas de cadre. Donc une personne bien formée, donc qui a le cœur, l'intelligence et la volonté formée, est une personne qui a un cadre de réflexion qui lui permet de comprendre cette information qu'elle reçoit. Sinon, cette information la pulvérise et l'empêche réellement de se réaliser en tant que personne. Alors dans le livre Du tempérament au caractère, vous expliquez aussi la différence entre le tempérament et le caractère d'un individu, et vous soulignez notamment que c'est sur la base du tempérament que nous forgeons notre caractère. Qu'est-ce qui distingue le tempérament du caractère selon vous, et pourquoi est-ce qu'il est fondamental de faire la différence entre les deux ? Alors on a très souvent confondu un peu tempérament et caractère. Ce sont des choses très différentes. Très souvent on utilise le mot caractère pour parler des tempéraments. Et c'est une erreur de langage. Le tempérament, c'est une inclination biologique innée. Et tu sais, Hippocrate était le grand médecin 300 ans avant Jésus-Christ qui
qui a découvert qu'il y avait des types de personnes et que ces types, ils sont biologiques. Tu vois, Aristote, c'est celui qui a découvert qu'il y a le caractère, il y a des types de vertus. Et il y a des personnes qui pratiquent un certain nombre de vertus, mais ces vertus sont spirituelles. Donc Aristote, c'est celui qui a formulé, je dirais, de manière claire, le concept de caractère et de vertu, qui est lié à ta responsabilité, à ta liberté humaine. C'est des choses que tu peux développer toi-même depuis que tu es tout petit et que tu développes toute ta vie. C'est ce qu'on appelle le caractère. Le mot caractère en grec, en ancien grec, veut dire un sceau. C'est un sceau qui est sur ton tempérament pour que ton tempérament cesse de dominer ta personnalité. Donc les Grecs, ils ont conscience de deux choses qui sont très très importantes. C'est que dans chaque personne, il y a des inclinations naturelles biologiques innées qu'on ne peut pas changer, qu'on ne doit pas changer. Ce sont les 4 tempéraments. Le colérique, le mélancolique, le sanguin et le flegmatique. Et puis, ils ont découvert en même temps qu'il y a ce qu'on appelle le caractère. Ce n'est pas le tempérament. Le caractère, c'est quelque chose que l'on forge soi-même à travers l'exercice de notre liberté et qui nous permet de devenir libre. Parce qu'on n'est plus un être biologique. Enfin, on continue à être un être biologique, mais au-dessus de cette biologie, il y a cette spiritualité, cette liberté qui fait que toi, tu peux compléter ton tempérament, parce que chaque tempérament, c'est des inclinations positives et négatives. Tu développes le caractère, ce qui te permet de donner une impulsion incroyable aux inclinations positives biologiques que tu as, et en même temps de contrôler les inclinations biologiques négatives que tu peux avoir. Donc le caractère est très très important, mais c'est très important de bien connaître aussi son tempérament. Alors, Hippocrate, il s'est trompé sur les noms qu'il a donnés, puisque Hippocrate pensait que les 4 tempéraments que je viens de nommer, le colérique, le mélancolique, le sanguin et le flegmatique, font référence à des liquides, des fluides dans le corps humain. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais il s'est trompé. L'origine des tempéraments, ce n'est pas les fluides. L'origine des tempéraments, c'est génétique, c'est pas des fluides. Donc beaucoup de gens disent « Ah bah attends, moi j'aime pas le mot colérique, tu veux pas trouver un autre nom ?» Alex, je dis « Mais non, ça fait 2300 ans qu'on parle de colérique, qu'est-ce que tu veux, on va pas trouver un autre nom aujourd'hui, qui suis-je moi pour inventer un autre nom ?»« Ah bah moi mélancolique, mais je sais pas beau mélancolique. » Mais non, mais arrête, mélancolique ça veut pas dire que tu piques des crises de mélancolie tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Il faut expliquer aux gens que les mots, il faut les garder, parce qu'ils ont une histoire, mais que le mot ne correspond pas à l'origine de ce tempérament. Hippocrate ne s'est pas trompé sur les tempéraments. Il a vraiment bien compris. Ça, c'est impressionnant. 2300 ans, le gars, il a compris qu'il y a des inclinations biologiques, des traits généraux, avec des inclinations biologiques très, très claires. D'ailleurs, le grand médecin Pavlov, le russe Pavlov, qui est le prix Nobel de médecine, les chiens, là, alors, le réflexe des chiens, Pavlov, qui est très connu, lui, il a dit Hippocrate, c'est absolument incroyable. Ce que ce gars a fait il y a 2300 ans, et quand il a découvert les traits fondamentaux biologiques des personnes dans leur comportement, il a dit c'est quand même incroyable. Donc tu as une composante génétique et biologique chez les personnes qu'il faut connaître, et tu as une direction que toi tu peux développer qui est le caractère, qui est spirituel. Et il faut l'un comme l'autre, parce que si tu dis il n'y a pas de caractère, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que tempérament. Ben, ça veut dire que toi, tu es alors complètement déterminé par ton ADN. Et ça, c'est dramatique de dire ça. Et si tu dis, il n'y a que du caractère, il n'y a pas de tempérament, et bien là, tu tombes dans ce qu'on appelle le spiritualisme. C'est-à-dire que tu considères que tu peux dépasser toutes tes inclinations biologiques, parce qu'en réalité, pour toi, il n'y a pas d'inclination biologique, et tu n'arrives plus à comprendre les réalités des personnes, tu n'arrives plus à comprendre la diversité qu'il y a entre les personnes, et tu n'arrives plus à communiquer avec les gens. Si tu es colérique, et tu as un être flegmatique qui vient te voir, tu parles avec lui, mais tu ne comprends pas de quoi il te parle, et tu ne comprends pas comment il te parle, et donc tu ne peux pas communiquer avec lui, tu ne peux pas communiquer avec lui. Donc la compréhension des tempéraments est très très importante pour 3 choses. 1, elle te permet d'abord de ne pas juger les gens, tu vois, parce que quand tu vois un flegmatique, tu arrêtes de dire « il est paresseux », tu dis « il est flegmatique ». La paresse, c'est un vice, alors que le flegmatisme, c'est une qualité, c'est un mode d'être que Dieu a voulu pour cette personne. Quand tu vois un sanguin, tu arrêtes de dire il est superficiel. Le sanguin, il n'est pas superficiel, il est sanguin. Ça veut dire qu'il est dans le moment. Il est dans le moment. Le carpe diem, il est dans le moment, il est dans le maintenant. Pour lui, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, c'est maintenant. Donc il est sanguin, et donc il est heureux de vivre le moment présent.
Et tu ne vas pas dire il est superficiel, il ne pense pas à l'avenir, c'est un idiot. Non, il n'est pas idiot, il n'est pas superficiel, il est sanguin. Donc au lieu de le juger, tu dis il est sanguin, donc respecte-le tel qu'il est. Quand tu vois un mélancolique, tu arrêtes de dire il est égoïste. Effectivement, les mélancoliques sont très absorbés par eux-mêmes, ils sont absorbés par leurs sentiments, ils sont absorbés par leurs idées, ils sont absorbés par tout ce qui est spirituel. Et donc tu as l'impression parfois qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils peuvent vivre sans les autres pendant des jours et des années même. Ils peuvent vivre dans l'isolement total parce qu'ils ont suffisamment de matériel à l'intérieur. Et alors tu vas dire il est égoïste. Il n'est pas égoïste, il est mélancolique. Tu vois? Donc tu arrêtes de juger. Quand tu vois un colérique, tu dis pas il est orgueilleux. Les colériques, c'est les gens d'action, ils aiment la compétition, ils aiment être le premier, ils aiment le montrer. Mais ça, c'est biologique, ça, si tu veux. C'est pas du tout quelque chose de spirituel. C'est biologique. Et donc tu arrêtes de dire il est orgueilleux. Tu dis il est colérique. Donc l'action, c'est son truc. Donc arrête de le juger. Tu vois? Donc la première chose que te donne la connaissance des tempéraments, c'est que tu arrêtes de juger les gens pour des bêtises. Tu te rends compte parfaitement qu'en fait, on est tous différents au niveau biologique et que c'est très bien qu'on soit comme ça. Et il faut aimer sa biologie, il faut aimer son tempérament. 2, ça te permet de communiquer bien avec les gens. Parce que quand tu vas voir un flegmatique, tu n'arrives pas avec un gros rêve. Tu arrives avec des faits. 2 plus 2 font 4. Voilà les faits, mon gars. Facts. C'est ce que je veux dire. Alors tu dis facts, le type il ouvre les yeux comme ça, il va commencer à regarder. Si tu arrives avec un gros rêve et des grosses émotions, le type il panique. Et il ne t'écoute pas. Tu vois? L'inverse, tu vas voir un colérique. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas voir un colérique avec des émotions. Ce que tu vas voir, le colérique, c'est que tu vas le voir et tu vas lui dire, écoute, on a un super projet, on a des objectifs incroyables et on va arriver à faire des trucs inouïs, mais ça va supposer de l'énergie et je pense que tu n'es pas capable en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets au challenge, tu le mets au défi. Elle dit, moi je ne suis pas capable. Et tout de suite il va porter, tout de suite il va t'écouter, de quoi tu parles là? Tu vois? Il va porter attention parce qu'il veut le challenge, il a besoin du défi, il a besoin de la compétition. Il faut le mettre à l'épreuve, le colérique, et il va tout de suite réagir. Donc tu communiques avec ces personnes. Quand tu vas voir un mélancolique, tu n'arrives pas avec un gros sourire en disant on va bien s'amuser dans notre projet. Tu arrives vers lui et tu lui expliques le rêve. Tu lui dis le rêve, tu parles du rêve, c'est un dream. On va faire un truc mais absolument inouï. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. Ton imagination est trop courte pour comprendre la chose de laquelle on est en train de rêver. Tu vois, tu le fais rêver le gars, il va t'écouter. Et quand tu vas voir un sanguin, eh ben, tu vas lui dire, écoute, on va s'amuser comme des fous avec ce truc-là. Tu vois, le sanguin, il a besoin de s'amuser. S'il ne s'amuse pas, il meurt. Donc tu arrives avec un projet, tu ne viens pas avec des faits, tu ne viens pas avec des objectifs, tu lui dis le processus est génial. Dans le processus, tu vois, on va s'amuser comme des fous. On est en équipe déjà, on va être tous ensemble, on va s'amuser comme des dingues. Et le gars, il s'en fout de où on va. Ce qui l'intéresse, c'est le processus. Et donc toi, tu lui as montré que le processus va être extraordinaire. Et le type, il dit, je me lance. Donc tu apprends à communiquer énormément avec les gens quand tu connais bien les tempéraments, parce que tu sais sous quel angle lui présenter ton projet, sous quel angle, pour qu'il t'écoute. C'est pas de la manipulation, parce que la manipulation consiste à vouloir obliger les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu comprends? Comment tu obliges quelqu'un à travailler pour toi quand il n'a pas envie de bosser pour toi? Comment tu obliges quelqu'un à t'aimer quand t'aimer c'est impossible? C'est ce que je veux dire. Ça c'est de la manipulation. Mais ça c'est pas de la manipulation le truc des tempéraments. C'est aider à comprendre de quelle manière je peux présenter la réalité d'un projet de telle manière que cette personne comprenne de quoi je lui parle. Tu vois, c'est ouvrir les horizons aux personnes pour qu'il y ait une véritable communication. Donc c'est pas de la manipulation. La manipulation, je répète, c'est lorsque tes intentions sont mauvaises. Tu veux qu'une personne fasse ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et donc tu vas la manipuler. Tu vois? Donc c'est pas ça. Et alors, la troisième chose que te donnent les tempéraments qui est impressionnant, et c'est là pour moi la chose la plus importante, c'est que la science des tempéraments t'aide à comprendre quelle est la vertu du caractère qu'il va falloir que tu développes avant tout. Si tu es colérique, c'est l'action. Et donc la vertu du caractère qu'il va falloir que tu développes, c'est l'humilité. Parce que les colériques, eux, ils fixent des objectifs, ils atteignent leurs objectifs, mais ils utilisent les gens. Ce sont des ressources humaines, les gens, pour lui, pour obtenir un objectif. Et donc l'humilité va lui apprendre à regarder les gens comme une fin en soi et non pas comme une ressource humaine. Donc si tu es colérique, tu développes l'humilité, tu apprends à servir les gens et tu arrêtes de te servir des autres.
Tu apprends à les servir. Et tu ne te sers plus d'eux. Une personne qui développe l'humilité en étant colérique devient un manager extraordinaire parce que ça devient un véritable leader. Tu vois, c'est un leader parce qu'il sert. Il sert. Si tu es mélancolique, tu te rends compte que le grand défi de ton existence, ça va être l'action. Parce que le mélancolique, il est perfectionniste, il aime les idées, mais il a besoin d'action parce que l'action, c'est ce qui transforme les idées en réalité. Mais le mélancolique, il a très peur de la réalité. Parce que la réalité, c'est la réalité pécheresse des êtres humains. Alors que les idées, elles sont parfaites. Dans ton cœur et dans ton intelligence, les idées sont toujours parfaites. Parce qu'elles sont spirituelles. Mais dès qu'elles passent à l'action, les idées, elles perdent de leur qualité. Évidemment, parce qu'elles se matérialisent. Et dans la matérialisation, surtout quand c'est une matérialisation réalisée par les êtres humains, eh ben, le niveau baisse. Et tu vois ce que je veux dire. Et le mélancolique ne supporte pas cette baisse de niveau. C'est pour ça qu'il a très peur de passer à l'action, parce qu'il dit l'action, ça va être horrible. Pourquoi transformer une belle idée en un truc minable? Tu vois? Et donc il ne veut pas passer à l'action. Et donc il faut de l'action, il faut qu'il apprenne l'action, il faut qu'il apprenne à développer la vertu de courage, la vertu d'audace. Le sanguin, lui, tu vois, c'est une personne qui est très dans la communication, qui aime bien les gens, qui aime bien qu'on l'aime, qui communique très bien, qui est toujours souriant. C'est une personne qui est dans le moment. Elle ne comprend pas bien ce qu'est l'avenir. Et donc, elle n'est pas persévérante, en fait. Ce qu'elle aime, c'est le processus. Elle aime, les résultats, elle s'en fout. Ce qu'elle compte pour elle, c'est le processus. Et donc, dès que le processus s'éteint ou que la routine entre dans le processus, elle arrête et elle passe à autre chose. Et donc, elle ne termine pas. Donc, si tu es sanguin, tu dois te dire, la vertu dont j'ai vraiment besoin pour être un être complet, eh ben, ça va être l'endurance, la persévérance, la patience. Terminer chacun de mes projets avant de passer à un projet ensuite. Finalement, si tu es flegmatique, tu vois bien que toi, c'est la rationalité qui est ton truc. Tu es dépassionné, tu es extrêmement rationnel, tu es extrêmement concret, mais tu te rends compte que la grande difficulté de ton existence, c'est la magnanimité, parce que tu as peur du rêve. Le rêve, c'est tout sauf la rationalité. Tu comprends? Donc pour un être flegmatique, le rêve, c'est dangereux. Et donc il prend les magnanimes pour des fous. C'est ça le problème. Le problème du flegmatique, c'est qu'il prend les gens magnanimes pour des fous. Alors que la magnanimité, c'est pas de la folie. C'est de la grandeur. Tu comprends? Donc ce qu'il faut, il faut que le flegmatique, j'en ai connu beaucoup de flegmatiques qui étaient magnanimes parce qu'ils ont développé cette magnanimité et ils sont devenus des êtres excellents. Donc tu vois, il y a 3 niveaux en fait. Pourquoi c'est important de comprendre bien son tempérament? Parce que ça te donne 3 choses. 1, ne pas juger les gens, comprendre cette diversité. 2, communiquer avec toute personne d'une manière efficace. Et 3, découvrir personnellement quel est le talent, enfin plutôt quelle est la vertu qu'il va falloir que tu développes dans ton existence pour devenir un être équilibré et un être excellent. Voilà les 3 choses que ça donne. Et moi, dans la formation que je donne aux personnes, l'objectif est surtout le 3e. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour aider les gens à communiquer surtout. Je suis surtout là pour les aider à développer la vertu qui est pour eux un défi afin qu'eux deviennent des personnes excellentes. C'est ça l'objectif de la formation au leadership vertueux. Faire des gens excellents et heureux. Alors dans ce livre aussi du tempérament au caractère, vous expliquez que l'histoire de l'humanité montre que 2 systèmes guident et conditionnent le comportement des individus, l'éthique des règles d'un côté et l'éthique des vertus de l'autre. Vous soulignez d'ailleurs que l'éthique des règles a tendance à produire des gens étroits d'esprit, superficiels et sans imagination. Quelle est la différence entre ces 2 systèmes? Lequel prédomine aujourd'hui selon vous? Et pourquoi l'éthique des vertus est-elle supérieure à l'éthique des règles? En quoi est-ce qu'elle favorise davantage l'épanouissement individuel et collectif? L'éthique des règles, c'est seulement un acte de la volonté. Tu vois? Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est incorrect? Je peux faire ce qui est correct, je ne peux pas faire ce qui est incorrect. Ce qui est permis par la règle, je peux le faire. Ce qui n'est pas permis par la règle, je ne dois pas le faire. Alors que l'éthique de la vertu, c'est un autre niveau. C'est le niveau vraiment de la liberté, parce que l'intelligence entre en fonction. C'est, je cherche à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois la grande différence. Là, tu passes à un niveau supérieur. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? Ben, c'est bien parce que ça m'aide à me développer en tant qu'être humain. Ça va dans le sens de ma nature humaine et ça fait de moi un être excellent. C'est mal parce que ça va contre les principes de la nature humaine et ça fait de moi un être misérable.
Donc tu as cette différence, c'est que l'éthique des règles, elle regarde uniquement la volonté, elle regarde ce qui est correct et ce qui est incorrect à un moment donné, et ça peut changer en fonction des civilisations, en fonction du temps, en fonction de l'époque, en fonction du régime politique que tu as au pouvoir. Tu peux tomber très facilement dans le politiquement correct, le culturellement correct, le religieusement correct. Tout ce qui est correct. L'éthique des règles, c'est tout ce qui est correct. Il faut que je vive selon ce qui est correct. Et je suis un saint parce que je vis selon cette rectitude. Et tu as beaucoup de gens qui pensent comme ça. Moi, je respecte les règles et donc je suis parfait. Tu vois, j'ai connu beaucoup de gens comme ça. On appelle ça, c'est les conformistes absolus, c'est les pharisiens en fait. C'est le pharisien. Le pharisaïsme, c'est ça. C'est les règles. Il faut respecter les règles. Et si on respecte les règles, eh ben on est parfait. Ça, c'est bon pour les enfants. Mais quand tu as 45 ans et que tu vis comme un gamin de 2 ans, eh ben, tu n'es pas un être parfait. Tu as des sacrés problèmes. À 2 ans, ça se comprend parfaitement. On n'exige pas de toi de la réflexion. Mais quand tu as 45 ans et que tu continues à vivre selon l'éthique des règles, c'est que tu as un sacré problème. Tu vois, tu es un pharisien en fait. Donc, l'éthique des règles, l'éthique de la vertu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'intelligence dans toute chose. Elle met l'intelligence. Elle t'oblige à réfléchir. Elle t'oblige à réfléchir, ce qu'on appelle, c'est la vertu de prudence. C'est la vertu de sagesse pratique, qui t'aide à réfléchir et à savoir qu'est-ce que ça veut dire que pratiquer le courage dans cette situation. Tu vois, la prudence t'aide à comprendre. Un acte de ce genre, dans cette situation donnée, c'est de la témérité, c'est pas de l'audace. Donc tu es obligé de travailler ton intelligence. La vertu, elle te pousse obligatoirement à faire travailler ton intelligence. Donc dans la vertu, tu as le cœur, l'intelligence et la volonté qui rentrent en pratique. Alors que dans l'éthique des règles, il n'y a que la volonté. Encore une fois, on en revient à ce système dans lequel le gros problème de l'humanité moderne, c'est d'isoler les différents éléments qui constituent la personnalité humaine et d'en faire un tout. C'est l'idéologie en fait. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation, je dirais, d'éthique des règles. Le politiquement correct, le religieusement correct, tout ce qui est correct. Les gens disent c'est parfait, il faut vivre selon ce qui est correct. Et donc, il n'y a pas de place, si Dieu, pour la vertu. Et je te répète, il n'y a pas de place pour la vertu parce qu'il n'y a pas de place pour le cœur ni pour la volonté. C'est fondamentalement, encore une fois, il n'y a pas de place pour l'intelligence et pour le cœur. C'est encore une fois l'éthique de la volonté, c'est-à-dire qu'il faut obéir. Et dans le monde moderne, surtout quand tu as des idéologies au pouvoir, des idéologies qui prennent de plus en plus d'ampleur, l'éthique des règles, ça devient un truc monstrueux. Parce qu'à ce moment-là, tu as tout un peuple entier qui suit une règle qui est diabolique et qui pense qu'ils sont tous parfaits parce que c'est le régime nazi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le régime nazi, ça peut arriver à tout le monde. Un peuple entier peut dire, nous, l'éthique des règles, ils ne pensent même pas en termes d'éthique des règles, ils suivent une règle et ils pensent qu'ils sont parfaits parce qu'ils la suivent. Tu vois? Donc, encore une fois, je dis, ce qu'il faut, c'est rétablir le cœur et l'intelligence chez les personnes, parce que c'est la seule manière d'arriver à comprendre comment on pratique les vertus. Et les vertus, c'est ce qui fait de toi un être efficace, attirant, beau. Et tu arrêtes d'être un pharisien, quoi. Mais bien des gens sont des pharisiens sans s'en rendre compte, mais ils vivent de règles. Ils vivent absolument de règles. Je répète, les règles, c'est pas mauvais. On le voit bien, les enfants, il leur faut des règles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment où c'est ta vertu qui devient la règle. Je prends un exemple très concret. Quand tu es juriste, quand tu es un homme d'affaires, tu calomnies pas ton concurrent. Pourquoi? Un homme d'affaires vertueux, il ne calomnie pas son concurrent. Pourquoi? Non pas parce qu'il sait qu'il peut aller en prison ou qu'il va payer une amende s'il le calomnie, mais parce qu'il pense « je ne suis pas de ces personnes qui calomnient ». Tu vois la différence? Une personne qui vit l'éthique des règles, et attention, si on le calomnie, on va aller en tôle. On va payer une grosse amende d'1 million de dollars. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est l'éthique des règles. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Attention les mecs, si on fait ça, on va payer ça. Et donc, il ne faut pas le faire. Alors que le vertueux, il ne réfléchit pas du tout comme ça. Il réfléchit, il va se dire, moi, je ne suis pas de ces gens qui calomnient. C'est l'être, c'est son être tout entier qui est dans le processus moral, tu vois. Et donc, c'est là que tu dis, ça c'est une belle personne. Ça c'est une belle personne. C'est son cœur qui est là. Tu vois qui c'est, tu sais de quoi il s'agit. C'est pas une personne qui calomnie. Il s'en fout des règles. C'est pas une personne qui calomnie. Il n'est pas dépendant des règles. Il est dépendant d'une seule chose, c'est de sa vertu. Donc du bien et de la vérité.
Vous avez choisi aussi une citation d'Alexandre Solzhenitsyn pour introduire donc, ce livre du tempérament au caractère. Alors, je cite, « Il ne peut y avoir qu'un seul vrai progrès, il est la somme des progrès spirituels accomplis par les individus, le degré de leur perfectionnement moral tout au long de leur vie. » Dans votre livre « Sept prophètes, une analyse de la crise mondiale », vous revenez sur cette idée de progrès et vous expliquez que notre civilisation est obsédée par l'idée du progrès, mais que la conception que nous en avons, si elle se part de toutes les vertus, est devenue étrangère à toute notion d'élévation spirituelle et promeut au contraire une forme de monstruosité, voire de difformité. En quoi cette notion de progrès a-t-elle été dévoyée selon vous? Et pourquoi le perfectionnement moral d'un individu tout au long de sa vie constitue le progrès véritable? Solzhenitsyn, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est une provocation. Il a voulu expliquer que le monde, depuis plusieurs centaines d'années, parle de progrès, progrès, progrès. Il pense et surtout on parle de progrès technique, et on pense que le progrès technique va provoquer le progrès moral. Et pour Solzhenitsyn, il est clair que le seul vrai progrès, spirituel, c'est le progrès de chaque individu. C'est ma vie à moi qui est importante. Ce n'est pas le progrès de l'humanité. Il peut y avoir un progrès technique, un progrès technologique qui est important et qui est très beau. Mais le progrès moral, il recommence à zéro à chaque naissance. Chaque enfant, on recommence à zéro. Tu comprends? Et c'est pour ça que tu peux avoir des gens, il y a 100 ans, qui étaient 100 fois supérieurs à nous, moralement parlant, que toi et moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé leur liberté d'une manière exceptionnelle. Alors que peut-être que toi et moi, on n'utilise pas de cette manière tout aussi exceptionnelle. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que chacun d'entre nous, à chaque génération, on recommence à zéro. C'est-à-dire que tu nais, tu dois être formé, tu dois être éduqué, tu dois lutter contre tes tendances basses, tu dois développer tes tendances positives, tu dois aimer les autres, tu dois aimer Dieu, ton Créateur, tu dois t'élever. Et voilà, il y a des gens qui arrivent très très loin, et il y en a qui n'arrivent pas très loin. C'est aussi bête que ça. Et à chaque génération, c'est la même chose. Dans chaque vie humaine, c'est ça ce que veut dire Solzhenitsyn. C'est ça le vrai progrès. C'est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Et on va accumuler tout ça. Et ça, c'est le progrès. Tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que, comme tous ces gens, les gens de l'encyclopédie, les encyclopédistes français, eux, ils ne reconnaissent pas l'idée de péché originel. Ils pensent que les problèmes dans le monde, ce sont des problèmes sociaux. Parce que Rousseau dit que c'est un mythe, le péché originel. Tu te souviens, le bon sauvage. Donc, à partir du moment où tu dis qu'il n'y a pas de mal dans l'homme, il n'y a que du bien, et que tu dis que donc cette idée du péché originel et de la tendance vers le bas est une fausseté, à ce moment-là, tu dis, la seule chose qui peut nous sauver, et qui va être la grande révolution mondiale, c'est un système politique. Il faut trouver le système politique qui résout tous les problèmes de l'humanité. Et donc à ce moment-là, tu crées des homo politicus. Tu crées que des êtres humains qui cessent d'être des êtres humains et qui mettent toute leur foi dans la politique. Et on voit à quoi ça mène. En fait, ça mène à l'idéologie. Il nie la nature humaine, il nie le problème qu'il y a dans la nature humaine, il nie le problème que le mal, il est dans l'homme et il n'est pas à l'extérieur. Et que le mal extérieur n'est qu'une conséquence du mal intérieur. Tu comprends? La conséquence du mal intérieur, c'est le mal des structures. Mais le mal des structures, il vient de mal intérieur de chaque personne. Tu vois, il n'est pas tombé du ciel, le mal des structures. Donc, ces personnes, elles pensent qu'on va sauver le monde par la politique. Et il y a un type qui arrive, il s'appelle Karl Marx, et il dit « Rousseau, t'es vraiment un génie. Mais moi, j'ai trouvé ton truc. C'est le communisme. » C'est fantastique. Il dit, Marx, il dit Rousseau, il a tout à fait raison, le mec. Il n'y a pas de problème dans l'homme. C'est les structures qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai trouvé. Il n'a pas eu le temps, Rousseau, mais moi, j'ai trouvé. C'est le marxisme. Et il impose le marxisme, et tout le monde y croit, ça devient une grande science, et on pense qu'avec ça, on va avoir le bonheur sur Terre, parce qu'on nie complètement la réalité de la nature humaine, la réalité du mal qui est dans l'homme. Et voilà. Et donc, le progrès, c'est en fait, c'est ça pour eux, le progrès. Et le progrès, donc, il aboutit à quoi? À l'archipel du goulag. C'est ça. Et le monde d'aujourd'hui, il a aussi ses goulags. Tu vois ce que je veux dire? Le monde d'aujourd'hui, c'est goulag. Quand tu penses à toute la théorie du genre, c'est un goulag pour bien des gens. Quand tu vois un type, il voit sa fille de 13 ans qui ne sait plus si c'est un garçon ou une fille, le type, il panique. Mais pour lui, c'est pire que d'être au goulag. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement dingue. Donc, il se passe que la théorie, toutes les idéologies vont contre cette idée fondamentale.
qu'il y a en fait dans le cœur de l'homme, il y a un problème, et que si on nie ce problème qui est dans le cœur de l'homme et que tout être humain naît avec un certain problème, qu'il naît malade, à ce moment-là, les vertus n'ont plus de sens. Le caractère n'a plus aucun sens. La seule chose qui compte, c'est la politique. Et la politique va nous sauver. Donc la politique devient un dieu. C'est ça, la vision des encyclopédistes, c'est que la politique devient un dieu. On va trouver le gros système, tu vois, qui va sauver l'humanité. Alors que l'humanité, elle n'a pas besoin d'être sauvée par un système. Ce qu'elle a besoin, c'est d'être sauvée par le caractère, par la vertu, pour que chaque individu, dans sa situation, à l'époque où il vit, puisse se dépasser lui-même et dépasser ses tendances misérables et devenir une personne excellente qui puisse être au service de toute l'humanité. Donc on s'est complètement trompé de chemin parce qu'il y a une erreur anthropologique lamentable qui vient des encyclopédistes. C'est cette vision rousseauiste du fait qu'il n'y a pas de mal dans l'homme. Dans l'homme, il y a du bien et du mal, il y a les deux, tu vois. Et les deux, comme dit Solzhenitsyn, comme le dit Dostoïevski, déjà le disait il y a 200 ans, c'est dans le cœur de l'homme qu'est le combat. Le diable, il lutte dans le cœur de l'homme. Il n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et c'est pour ça que Solzhenitsyn dit à la fin, dans son bouquin L'archipel du Goulag, une phrase très belle, il dit il y a certaines personnes qui pensent que tous ces types mauvais, on pourrait les anéantir, et comme ça on aurait la paix dans le monde. En réalité, non. Puisque c'est dans le cœur de chaque personne qu'est cette lutte. C'est pas une lutte au sein de la société, c'est pas une lutte géographique, c'est pas une lutte territoriale. C'est dans le cœur de chaque personne qu'il y a cette lutte. Et personne n'a envie de détruire son propre cœur. Tu vois, donc c'est la vie humaine, on est tous dans cette condition et on le sera jusqu'à la fin. La condition de lutte entre le bien et le mal dans le cœur de chaque personne. Et ce qu'il faut, c'est encourager les personnes à faire des décisions bonnes, à vouloir ce bien pour eux-mêmes. Et je pense que le leadership vertueux, il a pour objectif surtout d'aider les gens à vouloir faire le bien, à vouloir être bon, à vouloir découvrir la vérité, à vouloir vivre selon les principes de la nature humaine. Donc ce progrès, moi je rigole quand j'entends le mot progrès, parce que je sais parfaitement de quoi ils veulent parler. Ils veulent parler de ce qu'ils sont en train de parler aujourd'hui. C'est du rousseauisme. Et je leur dis, les gars, de quel progrès tu parles? Le progrès technique, de progrès technologique, c'est très important et c'est très beau, il faut foncer là-dessus. Mais si les gens refusent de comprendre qu'en eux, il y a aussi le péché et qu'il y a des tendances vers le bas, et bien ce progrès technologique, entre les mains de ces personnes qui ne comprennent pas qu'il y a aussi une tendance vers le bas dans le cœur humain, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Plus tu as un développement technologique, plus tu peux faire de choses incroyables. Mais si toi tu ne te rends pas compte que dans ton cœur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, un jour viendra, tu vas utiliser cette technologie pour anéantir des dizaines de millions de personnes. Et tu diras, est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Pour toi, ça n'existe plus, tout ça, le bien et le mal. Ce qui compte, c'est ce que tu peux faire. Et on voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on peut faire. Et on pense que la technologie va sauver l'humanité. La science ne peut pas sauver le monde. C'est évident. Mais il y a encore des gens qui croient que la science peut sauver le monde. Mais ce qu'ils entendent par sauver, c'est pas la même chose que toi et moi, probablement, nous entendons par sauver le monde. En fait, ils veulent dire, la science peut résoudre mes petits problèmes à moi, et le nombre de morts qu'il y aura, c'est pas un problème, ce sont que des petits déchets, des déchets anecdotiques, des détails, c'est ce que je veux dire, dans l'histoire de l'humanité. C'est comme ça que bien des gens fonctionnent aujourd'hui, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent et qui manipulent le monde. Donc, progrès, il faut faire très attention au mot progrès. Ça veut dire quoi, progrès? Ça veut dire quoi? Il faut demander aux gens, Solzhenitsyn, il a beaucoup étudié le concept de progrès. Dans ses discours américains, le discours de Harvard et plusieurs discours qu'il a fait aussi en Europe, il revient toujours au mot progrès. Et c'est pour ça, je reviens à ta question, lui il dit, attention les gars, moi je ne crois pas à ce truc-là. Parce que moi j'ai été dans le progrès, c'est l'archipel du Goulag. Donc arrêtez de me parler de progrès. Le vrai progrès, c'est ton développement spirituel, mon développement spirituel, son développement spirituel. Ça, c'est le vrai progrès. C'est la somme de tous ces progrès. C'est ça le progrès. Ce n'est pas le progrès politique, parce qu'il n'existe pas, il est faux. Et si vous vous concentrez sur le progrès politique et vous oubliez le problème de la nature humaine, et bien ce que vous faites, ce n'est pas du progrès. Vous nous faites aller en arrière, 3000 ans en arrière, quoi. Et est-ce que selon vous, justement, nos élites actuelles incarnent la grandeur ou la pusillanimité dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que nos dirigeants sont de véritables leaders, capables d'exalter ce qu'il y a de meilleur chez leur peuple,
Et si ce n'est pas le cas, à quoi un peuple finalement dépourvu de véritables leaders peut-il prétendre? Bon, il y a une crise de leadership qui est terrible aujourd'hui. Elle est due à la crise du caractère. C'est pour ça que vraiment le leadership vertueux pour moi est extrêmement important, parce qu'il s'agit de la formation du caractère des personnes. Et donc s'il y a une crise du leadership, c'est parce qu'il y a une crise de leader. Aussi parce qu'il y a une crise de la famille, parce que c'est dans la famille que les gens se forment, que les gens développent le leadership, développent le caractère. Donc cette crise de la famille, cette désintégration mondiale de la famille, surtout en Europe et aux États-Unis, provoque des personnes qui n'ont plus de caractère et donc qui ne peuvent pas être des leaders. Parce que le leadership, c'est fondamentalement une question de caractère. C'est pas être le roi, c'est pas une position sociale, le leadership. C'est pas une fonction. Le leadership, c'est un mode d'être. Tu vois? Et tu as des gens qui sont des véritables leaders, qui n'ont aucun pouvoir, mais qui sont des véritables leaders, parce qu'ils sont magnanimes et humbles, parce qu'ils ont un sens de la grandeur et un sens du service. Et ce qu'on a aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, c'est misérable entre nous, mais c'est complètement misérable. Ces gens-là n'auraient jamais dû avoir du pouvoir. On est choqués en voyant ce misérabilisme moral, et on se dit, mais comment est-il possible que ces gens aient du pouvoir? Mais c'est comme à l'époque soviétique, on se disait, comment est-il possible, dans les années 20, qu'il y ait des types comme Staline, Kaganovitch, Trotsky, comment est-il possible que ces types aient le pouvoir? C'est des gars qui devraient être en prison. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des monstres. Et bien ils ont le pouvoir. En Europe, il se passe la même chose. On a des gens qui sont des nullités crasses, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment rien pour avoir le pouvoir, ils ne méritent pas, et pourtant ils l'ont. Et donc, ces personnes, elles détruisent toute notre civilisation. Mais tu as des gens derrière ces gens. Si tu veux, les gens me disent, mais est-ce qu'ils nous dirigent réellement, ces gens-là? Mais on se rend bien compte que ces gens ne dirigent rien du tout. C'est justement parce qu'ils ne dirigent rien qu'elles sont au pouvoir. Ceux qui dirigent sont derrière eux. Et c'est pas de la conspiration, ça. Tu vois, c'est que tu as des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont extrêmement riches, et qui veulent le pouvoir. Et qui veulent pouvoir eux-mêmes diriger, qui veulent pouvoir diriger, je veux dire, notre planète. Mais c'est ces gens-là qui manipulent ces personnes. Mais ces personnes, elles ne sont pas élues par le peuple. Ces hommes politiques que tu vois, elles sont élues par la finance. Et c'est la finance qui contrôle les médias. Et c'est par la finance et par les médias que ces personnes sont au pouvoir. Et ces personnes savent parfaitement que si demain, en 3 secondes, on décide de les évacuer, elles sont évacuées. Parce que là, ces gens qui sont très riches, qui possèdent les moyens d'information, vont donner le mot d'ordre. Celui-là, en 3 semaines, on n'en veut plus. Et dans 3 semaines, on n'en aura plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Ces personnes qui semblent nous diriger, en fait, sont des marionnettes qui ne nous dirigent pas. Elles sont dirigées par d'autres. Mais ces autres, ce sont des gens très influents. Ce sont des gens qui ont une vision de la personne humaine qui est désastreuse. Et surtout, ce sont des gens qui veulent assouvir leur pouvoir. La soif de pouvoir, c'est une réalité. C'est le cœur humain. Il est comme ça. Donc, il y a une décomposition complètement de leadership. Il n'y a plus de leaders. Il y a seulement des manipulateurs qui sont derrière la scène, qui manipulent des hommes politiques dont tout le monde se rend bien compte ils ne nous dirigent pas. Donc tu as les marionnettes. Les marionnettes, donc on ne peut pas appeler ça des leaders si ce sont des marionnettes. Même si elles font beaucoup de bruit, mais plus elles font de bruit, plus on se rend compte qu'elles sont des marionnettes. Elles savent elles-mêmes qu'elles sont contrôlées par d'autres personnes. Et tu as derrière ça, un petit groupe de personnes qui ont un argent incroyable et qui ont une vision de l'être humain qui est vraiment lamentable et qui dirigent ces marionnettes. Et qui sont en train de créer un chaos mondial absolument incroyable, un chaos total parce qu'elles veulent ce chaos. Elles veulent ce chaos parce qu'elles veulent pouvoir réorienter la civilisation. Et moi je pense qu'il y a au-dessus de ces personnes, il y a d'autres personnes. Il y a ce qu'on appelle les sauveurs. Il y a ceux qui vont venir lorsque le chaos sera instauré et qui vont venir comme sauveurs. Et ces sauveurs, ils sont très différents. Ils sont super sympathiques. Ils sont beaux. Ils sont gentils. Ils sont doux. Ils ne ressemblent pas du tout à Ted Turner ou ces autres Bill Gates. C'est plutôt des gens, je vois ces gens agréables, souriants, gentils, des vrais sauveurs de l'humanité qui vont venir après, qui ressemblent plutôt à l'antéchrist. C'est-à-dire des gens, ils veulent ce chaos parce qu'ils veulent arriver comme libérateurs.
Donc moi, je pense que la société actuelle va vers un chaos total, qui est provoqué par ces manipulateurs, qui manipulent ces marionnettes, mais qui est au-dessus d'eux des gens qui regardent, qui contemplent, et qui veulent ce processus, parce qu'ils savent qu'à un moment viendra où il faudra qu'elle se présente comme libérateur. Lénine, il avait très bien compris ça. Lorsqu'il a refusé de pactiser avec le gouvernement provisoire. Il se dit, ils vont échouer, ça va être le chaos. Et nous, on va arriver, personne ne nous connaît, et tout le monde va miser sur nous. Et voilà, et on va prendre le pouvoir, et on va, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on va avoir tout le pouvoir et on va instaurer notre truc. Tu comprends? Donc je pense qu'on va, actuellement, il n'y a pas de leadership, il n'y a nulle part de leadership. Il y a des manipulateurs, il y a des marionnettes, et il y a les sauveurs, qui sont encore les plus dangereux de tous. Parce que les sauveurs, ils ont l'air gentils, ils ont l'air bons, ils sont très attrayants. Alors que les manipulateurs, des types comme Ted Turner, Bill Gates, Soros, ils ont des gueules d'enfer, c'est-à-dire que tu vois tout de suite qu'ils ne sont pas bons. Tu comprends? Et mais ceux qui arrivent après, ils ont l'air bons. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air capables, et ils ont l'air de nous aimer surtout. Tu vois, ça c'est les sauveurs. Et je pense que les sauveurs attendent leur temps. Et c'est là que va être le grand combat. Parce que le combat contre les manipulateurs, il est très visible et tu comprends de quoi il s'agit. Et c'est tout le discours de Soloviev dans le court récit de l'Antéchrist, qu'il a écrit il y a 100 ans. C'est d'une clarté impressionnante. Et c'est vers là qu'on va. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils regardent tous ces manipulateurs, mais ils ne regardent pas ce qui peut venir après. Et c'est là que l'horizon est limité. Et moi je dirais aux gens, ouvrez les yeux. Parce que quand viennent les sauveurs, c'est là qu'est le gros enjeu. Et c'est là qu'il ne faut pas que vous vous trompiez, les gars. Parce que ces sauveurs, ils vont vouloir que tu leur donnes ta liberté en échange de biens matériels. Et toi, tu vas dire, il est gentil, il est bon, pourquoi je ne lui donnerai pas ma liberté? Et tu vas lui donner ta liberté, tu vas lui donner ta dignité, tu vas tout lui donner pour qu'il te donne le pain, la paix et la sécurité. Et tu sais qu'il va te la donner. Et tu vas à ce moment-là cesser d'être un être humain. Et tu vas tomber dans le gros piège. Le gros piège. Tu vois, mais ils ne font pas peur, ces manipulateurs, tous ces Américains, la bourrée de fric, parce qu'on voit tout de suite, à 300 mètres, on voit que ce sont des fous, que ce sont des monstres. Tu vois. Mais il y en a d'autres derrière qui arrivent, qui ont l'air vraiment sympathiques, qui auront l'air vraiment sympas, et vraiment capables. Et c'est ces gars-là qui font peur. Parce que c'est le mensonge. Ce sera le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Et là, il faut être intelligent. Il faudra surtout avoir de la sagesse pour se rendre compte, attention, c'est l'antéchrist, ces mecs-là. Ils ont l'air bons. Tu vois, c'est ça, à mon avis, qui est le grand, c'est là que va se jouer le grand truc. C'est pas au niveau des manipulateurs. Et les manipulateurs, on sait, ils sont pratiquement tous américains. Mais les sauveurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient américains. Ils sont plus futés que ça. Les Américains ne sont pas assez futés pour être des sauveurs. Ils sont futés pour être des manipulateurs. Mais je vois plutôt des Européens. C'est des Européens qui seront les sauveurs. Mais des sauveurs au sens... pas au beau sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je le vois. Et c'est les intuitions que je tire aussi de Soloviev. Soloviev, il est impressionnant. Il ne s'est pas trompé sur pratiquement tout ce qu'il a écrit il y a 100 ans. Donc il ressemble parfois même à un prophète de l'Ancien Testament, ce gars-là. C'est incroyable. Cette intuition qu'ont les Russes, c'est incroyable. Je parlais tout à l'heure de la rationalité, le problème de la rationalité qu'il y a en Europe aujourd'hui. On a surtout des rationalistes et plus ou moins rationnels. Mais les Russes, par le cœur, ils ont capté des choses qui sont absolument incroyables. C'est une réalité, la connaissance du cœur. Les Européens disent non, c'est des conneries, le cœur. Non, le cœur capte des réalités qui sont absolument inouïes. Par la logique, tu ne peux pas tout capter, tu captes certaines choses, mais tu es très très limité. Et c'est la force de l'Orient, c'est justement ce mysticisme, cette capacité de saisir des choses. Comme disait Soloviev sur le mysticisme, c'est les racines, c'est les arbres qui communiquent entre eux par les racines. Alors que la logique, c'est par les branches. Et la logique, tu vois parfaitement les arbres qui communiquent entre eux par les branches, tu les vois, mais les racines, tu ne les vois pas. Tu vois, c'est ça ce qu'est le mysticisme, c'est une connaissance cachée, une connaissance au niveau des racines, pas au niveau des branches, tu vois. Et là, les Russes ont été très bons pour ça. C'est pour ça, Dostoïevski et Soloviev, pour moi,
c'est vraiment, ce sont des très très grands visionnaires, ce sont des prophètes absolus, parce qu'ils ont vraiment saisi par le cœur tout le drame qui allait se dérouler au XXIe siècle, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Alors vous parliez de Dostoïevski et de Soloviev, vous y consacrez plusieurs pages dans votre livre « Sept prophètes, une analyse de la crise mondiale », dont vous dites notamment que ces deux penseurs nous ouvrent les yeux sur le temps que nous vivons et nous incitent à faire des choix vitaux et engageants. Alors, en quoi les idées de Dostoïevski et de Soloviev sont-elles toujours d'actualité selon vous ? Et comment ces deux penseurs peuvent-ils nous aider à surmonter les bouleversements auxquels nous faisons face ? Bon, la grande idée, je pense, le cœur de la pensée de Dostoïevski, c'est le concept de liberté. C'est-à-dire que dans cette magnifique image qu'il a dans les frères Karamazov, la légende du grand inquisiteur, il dévoile vraiment ce qu'il y a au fond de son cœur. Lui, Dostoïevski, il voit, en ce sens, il est vraiment prophète. Il voit qu'il y a un moment où l'humanité devra choisir entre la liberté et le pain. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des personnes qui vont te dire écoute, donne-moi ta liberté, et moi je te donne le pain en échange, je te donne le plaisir, je te donne tout ce que tu veux, je te donne la sécurité, le pain, les jeux, l'amusement. Mais toi, ce que j'attends surtout, c'est que tu me donnes ta liberté en échange. Et donc on avance vers ça, on avance vers ce système-là, et je pense que c'est beaucoup le drame de l'homme moderne qui tombe un peu, qui devient de plus en plus une personne qui perd le sens de sa propre liberté. Et Dostoïevski nous dit attention les enfants, c'est ce qui va se passer, c'est vers cela que l'on va, et il faut que vous soyez courageux. Il faut que vous ayez l'audace, le courage, l'endurance, fidélité à la conscience, fidélité à tout ce en quoi vous croyez, pour ne pas vous laisser manipuler. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces personnes ces sauveurs de l'humanité qui arrivent et qui vont nous dire un jour moi j'ai toutes les solutions, faites-moi totalement confiance, donnez-moi votre âme et votre corps. Je vais vous donner tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre d'un point de vue matériel. Et seulement, il faut que vous me fassiez une confiance totale. Et donc, donnez-moi votre liberté. Donc, il y a chez Dostoïevski cette vision que l'humanité va être confrontée à cette réalité du choix entre le pain et la liberté. Et que bientôt ça va arriver. Et je pense qu'à différents niveaux, on voit comment c'est en train d'arriver. Et donc c'est la légende du grand inquisiteur, qui à mon avis est quelque chose qu'il faut lire et qu'il faut relire constamment, parce que d'abord d'un point de vue littéraire, c'est une des plus belles pièces littéraires qui a jamais été écrite, mais aussi du point de vue d'un contenu philosophique, c'est aussi incroyable. Le grand inquisiteur, en fait, il dit à Jésus-Christ Jésus-Christ revient sur terre, ça se passe à Séville, au Moyen-Âge, et le grand inquisiteur le fait mettre en prison. Il le fait mettre en prison, c'est marrant, c'est un cardinal qui a perdu la foi avec le temps. Il l'avait quand il était jeune, un jour il l'a perdu, et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cardinaux qui l'ont perdu, malheureusement, c'est une réalité. Moi je suis catholique, mais je vois que beaucoup de cardinaux ont perdu la foi. Et donc Dostoïevski avait aussi prévu ça, il y a beaucoup de cardinaux qui partent dans la foi. Mais alors ce cardinal, il est un peu particulier. C'est que ce cardinal, il a perdu la foi, Jésus-Christ revient sur terre, et il va le juger. Et c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il lui dit à Jésus-Christ ? Il lui dit, toi, finalement tu es un pauvre type, parce que tu as menti à l'humanité, tu as attendu de la liberté humaine quelque chose d'extraordinaire. Tu as donné la liberté aux êtres humains en pensant qu'ils pouvaient utiliser leur liberté pour faire des grandes choses. Moi, je les ai compris. Ce sont des nuls. Ils ne peuvent pas utiliser la liberté parce qu'ils sont mesquins, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont sensuels, parce qu'ils sont avides de plaisir. Toi, tu ne les as pas compris. C'est extraordinaire ce que dit, c'est extraordinaire, ce dialogue est inouï. Le grand inquisiteur, il parle à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne lui dit rien du tout. Il l'écoute seulement et à la fin, il lui donne un baiser. Mais le grand inquisiteur, son monologue, en fait, il est extraordinaire. Il dit, toi, Jésus-Christ, ton gros problème, c'est que tu n'as pas aimé les hommes.
parce que tu as exigé d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas donner. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai compris. Et j'ai compris qu'ils sont tous des nullités. Et que les nullités, il faut les traiter comme des nullités. C'est-à-dire qu'il faut leur reprendre leur liberté et leur donner du pain et de la sécurité. Et moi, je leur fais ça. Moi, je fais ça pour eux. C'est pour ça qu'ils m'aiment. Et toi, demain, on va te brûler. Parce que tu es un criminel. C'est extraordinaire la profondeur de ça. Parce qu'effectivement, tu vois que le christianisme, c'est une mise de l'homme-dieu, c'est une mise sur la liberté humaine. Il croit en la liberté humaine parce qu'il croit en l'amour. Et il sait que là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour possible. Alors que l'Antéchrist, il dit, l'amour, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin, on ne peut pas l'atteindre, ça n'existe pas. Parce que la liberté ne peut pas produire du bien, elle ne produit que du mal. Donc moi, je retire la liberté à ces gens et je leur donne la paix et la tranquillité. Les gens mauvais, ce qu'ils veulent nous dire, c'est attention, ta liberté, tu n'en as pas besoin. Parce que tu ne peux rien faire de bon avec ta liberté. Et donc nous, les Européens, les Américains et les Européens, on doit se rendre compte qu'un jour viendra un dilemme où vraiment on nous dira la liberté, on n'en a rien à foutre parce que ça produit que du mal. Et là, il faudra se dire attention. Non, la liberté, ça ne produit pas que du mal. Ça produit aussi l'amour, ça produit aussi beaucoup de bien. Et moi, je ne veux pas renoncer à ma liberté au nom de la sécurité, de la paix, des jeux, du cirque et du pain. C'est très important, ça. Il faut que les gens aient constamment ça à l'esprit. Je ne veux pas anéantir ma liberté. Je ne veux pas faire le jeu du grand inquisiteur parce qu'il est en train de me mentir. Je préfère la stratégie du Christ qui est d'avoir confiance dans la liberté humaine en sachant qu'il y a bien des gens qui sont incapables de l'utiliser positivement, mais moi je veux l'utiliser positivement et je veux faire un effort pour être libre. Parce que je sais que c'est la liberté qui produit l'amour et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la zombification, il y a des esclaves et ce n'est pas l'objectif de notre existence. Ça c'est Dostoïevski, tu vois. C'est-à-dire Dostoïevski te dit, attention les gars, ne sacrifiez jamais votre liberté intérieure pour de la sécurité et pour du pain. Jamais ne faites une chose pareille. Donc ça, c'est la force de Dostoïevski d'avoir compris, si tu veux, ce qu'est la liberté humaine, et que même si aujourd'hui on parle beaucoup de liberté, en réalité, tu vois, il s'agit de libertinage. Parce qu'une liberté dans laquelle il n'y a plus de vérité, c'est plus du tout une liberté. Liberté qui est séparée de la vérité, c'est pas de la liberté, c'est du libertinage, tout simplement. Il s'agit de faire ce que j'ai envie de faire. Mais faire ce que j'ai envie de faire, c'est pas vraiment de la liberté. La vraie liberté, elle consiste d'abord à comprendre par l'intelligence, effectivement, qu'est-ce que je dois faire. Et je suis libre ensuite de le faire ou de ne pas le faire. Mais si on me dit ça n'a plus d'importance, la réflexion sur ce que je dois faire, ce que tu fais, c'est plus de la liberté, c'est tout simplement du libertinage. Là où l'intelligence n'entre plus en jeu, là où la vérité n'entre plus en jeu, là où il n'y a plus de recherche du bien et du mal, à ce moment-là, la liberté, c'est autre chose que de la liberté. Ça devient tout simplement c'est de l'enfantillage. C'est le choix entre lire les journaux ou manger du poulet. Tu vois ce que je veux dire? Lire les journaux ou manger du poulet, tu dis, c'est ça la liberté aujourd'hui. Et les gens disent, mais je suis libre. Je peux maintenant manger du poulet ou lire les journaux. Et c'est à ce niveau-là que se situe la liberté humaine lorsqu'il n'y a plus de recherche de la vérité. Tu vois, et donc c'est rigolo, enfin, tu rigoles, mais pour les gens, pour bien des gens, c'est ça la liberté. Non, attention Alex, moi maintenant je mange du poulet. Je peux choisir entre lire les journaux ou manger du poulet. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment le choix pour bien des gens, le fait de pouvoir faire des petits choix comme ça, pour eux c'est ça la grande liberté. Alors que ce n'est pas de la liberté ça. La vraie liberté c'est d'être capable de faire des choix réels entre le bien et le mal. Et quand on te dit il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus que des petits choix comme ça, on ne parle plus de liberté, c'est de l'enfantillage. Tu vois? Donc il faut rappeler ça aux gens. Ça, c'est vraiment ce que Dostoïevski nous enseigne. Il faut aimer la liberté, il faut comprendre ce qu'elle est, il ne faut jamais la séparer de la vérité, il faut avoir soif de vérité, et il faut vivre selon la vérité, et c'est ça que signifie être un être libre. Alors, ensuite, tu as Soloviev qui arrive un peu plus tard. Soloviev est un ami de Dostoïevski, il a 20 ans de moins, mais ils se sont bien connus, ils ont beaucoup d'idées en commun. Soloviev, il est mort en 1900. Dostoïevski, il est mort en 1881, je crois. Et donc, Soloviev, il a vécu 20 ans de plus, mais il est mort très jeune, il est mort à 47 ans, donc très jeune. Alors lui, Soloviev, lui, il a cette grande vision un peu de fin du monde,
qui est très importante pour nous aujourd'hui, qui est une vision qui s'adresse surtout, si Dostoïevski s'adresse un peu à l'humanité entière, Soloviev il s'adresse surtout aux chrétiens. Et il leur dit, attention, il va y avoir un gros mensonge, un très très gros mensonge. Et je veux vous prévenir, ce gros mensonge, ça va être l'absorption du christianisme par l'humanisme. À tel point que les chrétiens se rendront même plus compte qu'ils ne sont plus chrétiens aujourd'hui. Et qu'il est vraiment précis, lui. Si je répète, si Dostoïevski s'adresse un peu à l'humanité entière en disant attention à la liberté, c'est plus important que le pain et que la sécurité, Soloviev, il lui dit attention les chrétiens, vous allez perdre conscience de votre christianisme, et pourtant vous allez continuer à croire que vous êtes chrétien, mais dans votre christianisme, il n'y aura plus Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrement, il n'y aura plus de prière, il y aura seulement ce qu'on appelle les valeurs, quelques valeurs chrétiennes. Et il dit que ce sera le plus gros mensonge qui a été jamais réalisé, parce qu'à ce moment-là, toi, sans t'en rendre compte, tu continues à t'appeler chrétien, mais tu ne l'es plus. Et quand tu vois ce qui se passe en Allemagne actuellement, avec une grande majorité d'évêques allemands, pour lequel tu vois que la substance du christianisme n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est le politiquement correct, le socialement correct et le moralement correct. Tu te dis, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Si c'est que ça se passe en Allemagne. Mais si ça se produit au niveau de l'Église universelle, à ce moment-là, on a exactement ce que dit Soloviev. C'est-à-dire que le christianisme, absorbé complètement par l'humanisme politiquement correct, le socialement correct et le moralement correct du monde moderne, on appelle ça de l'humanisme. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de permettre aux personnes de vivre dans le péché, mais en leur disant que c'est pas un péché, c'est plus un péché, c'est le bien. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées une substitution totale du christianisme par une idéologie, qui est l'idéologie de l'humanisme athée, et les gens ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus chrétiens. Et donc tu as créé cette substitution sublime, géniale, et il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de guerre, plus personne, les gens ne se rendent même pas compte de ce qui s'est passé. Ils ont seulement arrêté d'être chrétiens. Donc je répète, il n'y a plus de Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de contact personnel avec l'homme-dieu. Il y a seulement vivre du politiquement, culturellement, religieusement correct, donné d'une époque déterminée. Et donc ça, c'est cette absorption, si vous voulez, du christianisme par l'humanisme athée. C'est ce qui se passe, et c'est pour ça, c'est ce qui se passe actuellement dans bien des pays. Et ça nous aide à comprendre que c'est Soloviev, tout autant que Dostoïevski, ce sont des gars, ils ont tout pigé. Et ils ont pigé tout il y a 100 ans, il y a 150 ans, ils ont vu exactement ce qui allait se passer. Et donc, je pense que les Européens devraient comme ouvrir les yeux et se dire, la culture russe, c'est quand même un truc... les mecs, ils sont pas beaucoup trompés. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, on va détruire la culture russe parce qu'ils nous font la guerre, ils devraient commencer, attends, cette culture, elle a donné naissance à des types qui ont vu parfaitement ce qui allait nous arriver. Et donc, au lieu de réfléchir pourquoi est-ce qu'ils ont vu ça et pourquoi est-ce que nous, on ne voit pas ça, pourquoi est-ce qu'ils ont compris ça il y a 200 ans et que nous, encore aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe, ça devrait être poussé à réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose dans cette culture que toi, tu dois prendre. Il y a quelque chose dans cette culture qui est très attrayant. Il y a une perception incroyable et intuitive de la vérité qu'en Occident, on a perdu, parce qu'on est tombé dans le rationalisme. Voilà un peu ce que nous donne chacun, tu vois. Dostoïevski et Soloviev, c'est vraiment les deux grands prophètes des temps modernes. Justement, dans le livre Un chemin russe, vous revenez en détail sur vos origines et la façon dont elles ont influencé votre personnalité. Vous évoquez l'idée russe, donc vous citez plusieurs penseurs, dont Dostoïevski et Soloviev, mais aussi d'autres, qui vous ont marqué. Et vous expliquez que vous avez été frappé par le contenu moral de la littérature et de la culture russe, par le fait qu'elle cherche à développer les aspirations les plus nobles des individus. Et vous insistez aussi sur le fait que votre approche du leadership vertueux est profondément inspirée de la culture russe. Qu'est-ce que l'idée russe ? Pourquoi est-ce qu'elle a profondément imprégné votre approche du leadership ? Et quelles sont les particularités qui distinguent l'esprit russe de l'Occident ? Moi, je pense que quand tu lis la littérature russe, tu vois qu'elle est profondément morale. Ça veut dire quoi, ça, morale ? Ça veut dire qu'elle s'adresse fondamentalement au cœur de la personne. Tu vois. Et elle ne s'adresse pas fondamentalement à l'intellect. Elle s'adresse au cœur de la personne. Elle veut que toi, intuitivement, tu saisisses le bien et le mal.
sans être fondamentalement, principalement capable d'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, mais le saisir, c'est une formation du cœur. La culture russe, c'est vraiment une formation du cœur. C'est aussi bien Tolstoï que Dostoïevski, que tous ces gars-là. Tolstoï et Dostoïevski sont très très différents. Hein. Tolstoï, c'est surtout la psychologie. Dostoïevski, c'est l'anthropologie. C'est quand même des gens très très différents. Mais dans l'un comme dans l'autre, la formation du cœur est extrêmement importante. Tu vois, c'est très intuitif, très sur la formation du cœur. L'Occident est très logique et très rationnel. L'esprit oriental, il est beaucoup plus mystique et intuitif. Il est beaucoup plus féminin en fait, beaucoup plus féminin. L'Occident est peut-être plus masculin, tu vois. L'Occident, c'est toujours sortir de soi-même, détruire tous les obstacles, obtenir un objectif. Alors que l'Orient, il est beaucoup plus intériorisé. Il est beaucoup plus intériorisé, il est beaucoup plus mélancolique, bien évidemment. L'Occident est beaucoup plus colérique, je dirais. Si on peut parler, on peut utiliser les expressions qui sont typique des tempéraments, il y a cette grande différence qui pour moi est une grande complémentarité. Donc moi j'ai appris beaucoup quand j'ai commencé à lire la littérature russe à l'adolescence. Tu commences à te rendre compte qu'il y a d'autres choses que la pensée dans l'être humain. Tu vois. Nous on est formés par Descartes et tout, la pensée. Cogito ergo sum, la pensée, etc. Et tu te rends compte qu'il y a autre chose que la pensée. Il y a aussi le sentiment profond, il y a aussi des choses qui sont inexplicables mais qui sont intuitives. Il y a la contemplation. Il n'y a pas seulement l'action, la pensée et l'action, il y a aussi la contemplation de la beauté, la contemplation des idées. Donc tu as, dans toute la littérature russe, il y a un désir de toucher le cœur de la personne. Elle est beaucoup moins intellectualiste, beaucoup moins rationaliste que la culture occidentale, que la pensée occidentale. Et là, les Occidentaux peuvent apprendre beaucoup. Parce que les Russes, ils restituent un petit peu cette unité de la personne, le cœur, l'intelligence et la volonté. C'est pour ça, d'ailleurs, dans mon livre, Les 7 prophètes, il y a 2 Russes parmi les constructeurs. Bon, il y a un Français, bien sûr, il y a Pascal, qui, à mon avis, est un type absolument incroyable, Pascal. C'est le grand Français, pour moi, par excellence. Mais il est très russe. Les Russes, quand ils lisent Pascal, ils disent « mais c'est notre Dostoïevski ». Pourquoi ? Parce que chez Pascal, le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent main dans la main et comme des turboréacteurs. Tu vois ce que je veux dire ? Chez Pascal, le cœur, on sait bien, c'est vraiment la base de toute chose, c'est le fondement et la direction de toute chose. L'intellect de Pascal, c'est l'un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Il pense bien, le mec. Et puis, la volonté de Pascal, c'est un ascète. C'est un type, il a une vie ascétique. C'est un gars, il est capable de renoncement terrible. Sa vie, c'est une vie de douleur, de maladie, de souffrance. Le type, il supporte, il endure. Donc c'est un gars, le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent à fond. Et les Russes, quand ils lisent Pascal, ils disent, mais c'est un type à nous. Il fonctionne comme nous, tu vois. Il est complet. Voilà. Alors quand tu lis d'autres Français, tu vois, mais c'est très intellectualiste. C'est très cartésien, c'est très intellectualiste. On tombe facilement dans la ruse. Et on oublie la sagesse. Tu vois, on est dans l'information, mais on n'est plus dans la formation. Donc, il y a, bien sûr, de grands Français qui ont fait l'effort de sortir de tout ça, mais celui qui a donné, je dirais, la grande impulsion, c'est quand même Pascal. Les Russes adorent Pascal. Mais Descartes, ils ne comprennent pas de quoi il parle, le type. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne comprennent pas de quoi le type est en train de parler. Et tu lis 3 pages et après t'arrêtes, c'est plus possible. Tu as l'impression d'être en face d'un ordinateur. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de mystique. C'est du mathématiquement correct. Il faut que tout soit mathématiquement correct. Et donc, c'est intéressant pour la science. Évidemment, Descartes, c'est super intéressant pour la science. Tout ce qui est mathématique, c'est bon. Et donc, pour la science. Mais pour la philosophie, c'est zéro. Descartes, il a fait beaucoup de bien aux mathématiques, mais il a fait beaucoup de mal à la philosophie. Parce que c'est un mathématicien qui se prétend être philosophe. Et là, il a fait du mal, parce qu'il a créé les bases d'une nouvelle philosophie, qui est la philosophie cartésienne, qui nie en fait toute la capacité de l'esprit humain de connaître par une autre manière que l'intellect. L'intellect mathématique, parce que chez Descartes, la seule chose qui est vraie, c'est ce qui est mathématiquement démontrable. Donc, ça va encore plus loin, c'est pas seulement l'intellect, c'est l'intellect mathématique. C'est vraiment les mathématiques qui, pour lui, est la science par excellence. Le reste, c'est pas des sciences, le reste, c'est autre chose. Donc, la métaphysique, la philo, pour lui, c'est pas du tout des sciences. Alors qu'en Russie, on sait parfaitement qu'il n'y a pas que les sciences mathématiques qui sont des sciences. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que tu vois qu'en Russie,
tous ces grands penseurs, c'était des ingénieurs, sont tous des gens des mathématiques et de la physique. Pense à Solzhenitsyn, c'est maths physique. Toute l'intelligentsia russe, pratiquement, c'est une intelligentsia issue de mathématiques physiques. Et ces gars-là, ils sont orientés, comme Pascal, c'est le même processus, c'est des gens de l'intellect qui ont découvert que tout ça, c'est vachement limité, qui sont repartis au cœur. Des gens qui ont découvert les limites de l'intellect et qui se sont lancés dans le cœur. C'est ce que Descartes aurait dû faire, mais il ne l'a pas fait. Mais Pascal l'a fait, et la plupart des Russes, l'intelligentsia russe, c'est surtout ça. Ils l'ont fait. Tu vois? Donc, moi je pense que la littérature classique russe, celle du 19e et début du 20e, c'est des choses qu'il faut lire et relire, même si ça coûte un petit peu, mais ça humanise les personnes et ça leur fait comprendre que on a peut-être beaucoup perdu en Occident. Et c'est pour ça que je dis constamment, les gars, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. Impensable. C'est parce que l'Europe d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, c'est un espèce de truc latin, romain, qui ne correspond pas du tout à la réalité. L'Europe, c'est aussi bien l'Est que l'Ouest. L'Europe a deux poumons. L'Europe a deux poumons, le poumon oriental, le poumon occidental. Et l'Europe ne peut pas continuer à fonctionner avec un seul poumon, parce qu'elle tombe dans le rationalisme. Elle a besoin, je dirais, de ce poumon féminin, qui est le poumon oriental, sinon elle va mourir. Et on le voit comme elle est en train de s'épuiser aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette idée de cancel, comment on dit en français cancel? Culture de l'annulation? Annuler la culture russe, en fait c'est s'anéantir soi-même. C'est s'anéantir soi-même. Donc c'est du politiquement correct, mais c'est très très mal calculé. C'est-à-dire que vraiment les Français ont besoin de cet esprit russe. Ils en ont vraiment besoin. Tous les Occidentaux d'ailleurs en ont besoin. Et les Américains aussi, bien sûr qu'ils en ont besoin. Tout le monde en a besoin. Il y a, si tu veux, moi je vois cette complémentarité. Aujourd'hui, on vit dans un modèle idéologique dans lequel les gens refusent toute complémentarité. Donc il faut absolument aujourd'hui que les gens prennent conscience, malgré les différences politiques qu'il y a entre les uns et les autres, il faut comprendre qu'on ne peut pas rejeter entièrement une culture, surtout si cette culture, elle peut nous aider, nous, à redécouvrir ce qu'il y a dans le fond de notre propre culture européenne. En France, il y a des choses extraordinaires dans la culture française qui ont disparu, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont disparu pour toujours. Et les Russes peuvent nous aider réellement, j'en suis convaincu, à redécouvrir cette profondeur de notre propre culture. Parce que vous expliquez justement dans ce livre Un chemin russe, publié en 2013, que le destin de la France et de la Russie, les destins de la France et de la Russie sont inséparables. Alors, en quoi ces deux pays ont-ils une affinité culturelle et historique particulière, et dans quelle mesure le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui se déroule actuellement peut-il finalement affecter de manière durable les relations entre nos deux pays? Bon, moi, d'abord, tu vois, la France et la Russie, je vois qu'il y a toujours eu des relations, bien sûr, privilégiées. Moi, bien sûr, je suis russe, français, géorgien, donc il est évident que je le ressens à l'intérieur de moi-même, tout ça. Je vois en même temps cette attraction des Russes pour la culture française, tout le 19e siècle. Tu vois, historiquement, les Russes sont extrêmement attachés à tout ce que la France a pu produire. Même Napoléon, il ne le déteste pas. Hitler, il le haïsse, mais Napoléon, il ne le déteste pas. Il trouve qu'il y a quelque chose chez lui il y a quelque chose de grandiose, il y a quelque chose de beau même, pratiquement. Bon, moi, je serais très... Chacun a des opinions sur Napoléon Bonaparte, mais ils ne sont pas là en train de le pendre. Tu comprends, pourtant, il a fait beaucoup de mal à la Russie. Beaucoup de mal. Il y a un attrait pour la culture française, il y a un attrait pour cette rationalité peut-être qui manque chez eux, et ils sentent qu'ils en ont besoin de cette rationalité occidentale, et ils la trouvent chez le Français. Tu vois. Et en même temps, ils voient que les Français sont réceptifs à ce qu'eux ont à offrir au monde. C'est ça qui est beau. Les Russes se rendent compte que les Français sont réceptifs et que les Français, ils parlent de la Russie. Et les Français, ils pensent en termes de Russie. Et que la Russie est dans leur culture d'une manière potentielle. Tu vois. Ils l'ont toujours senti. Et les Russes, ils se rendent compte de la même chose. La France fait partie un peu de la culture russe, mais il y a quelque chose dont on a besoin du français pour trouver cet équilibre, je dirais, dans notre culture russe. Et les Français, ils ont besoin de notre culture
aux Russes, parce qu'ils ont besoin de redécouvrir un petit peu ces valeurs du cœur qu'ils ont eues mais qu'ils ont perdues. Donc on voit qu'il y a ça. En plus, tu vois qu'il y a eu quand même deux grandes révolutions, c'est la Révolution française et la Révolution bolchevique, 1789 et 1917, deux pays qui ont connu leur révolution, et des révolutions sanglantes. Tu vois, et donc ils ont quelque chose, deux pays qui ont produit des idéologies. La France a produit l'idéologie révolutionnaire française, et la Russie a produit l'idéologie bolchevisme. Le bolchevisme, donc tu vois, en plus, tu vois que la Russie, c'est quand même le grand pays slave qui représente l'Orient européen, et la France, c'est quand même le moteur. Dostoïevski le dit, le grand moteur de l'humanité européenne, c'est la France. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens discuteraient là-dessus, mais pour Dostoïevski, c'était évident que le grand moteur intellectuel du monde européen, c'est la France. C'est toujours le pays de la première idée. Tu vois bien Descartes. Descartes, c'est lui qui a produit l'idée contemporaine du rationalisme. Et les Allemands sont arrivés là-dessus, ils ont construit là-dessus, mais ils n'ont pas eu la première idée. Ils ont construit le château sur cette idée. Tout l'idéalisme allemand, tout le rationalisme allemand, Kant, Hegel, en fait, la base de tout ça, c'est Descartes. Donc la première idée vient de la France. De la France viennent de très très belles idées. Donc, et ça, les Russes s'en rendent bien compte. Donc il y a, en Russie, la Russie représente, je dirais, elle incarne ce gros poumon européen, oriental, et la France, elle incarne vraiment ce gros poumon européen occidental, plus que toute autre chose. Donc la Russie, elle se dit, nous on est un grand pays. La France, c'est aussi un grand truc, historiquement, tu vois. Et donc, avec eux, on peut fonctionner. Avec l'Allemagne, c'est très très différent. La Russie et l'Allemagne, c'est ses intérêts purement économiques. Alors qu'avec la France, c'est peut-être une union des cœurs. Une union des cœurs. Il y a une culture commune. Et tu le vois bien d'ailleurs aujourd'hui en Russie, il y a énormément de Français qui sont restés. Énormément. Par rapport aux autres, c'est incroyable. Et ceux qui ont dû partir, ils ont été chassés tout simplement par leur propre gouvernement. Mais moi j'habite à Moscou et tous les Français qui sont partis, ils sont partis en pleurant. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une symbiose. Ils sont à l'aise, ils se sentent chez eux, quoi. Tu vois, ils se sentent chez eux. Il y a une certaine mystique là-dedans. Mais tu ne trouves pas ça chez les autres peuples. Les Allemands, ils sont partis très rapidement, sans aucun problème, sans pleurer. Les Italiens, ils sont restés pas mal parce que les Italiens, ils savent louvoyer. Ils ne sont pas bêtes, ils savent louvoyer. Ils savent jouer. Les Français ne savent pas jouer. Les Italiens, ils savent jouer, ils jouent très très bien. Surtout les hommes d'affaires, tu vois. Mais ce n'est pas pour des raisons culturelles. Les Français, c'est pour des raisons culturelles. Ils souffrent d'être obligés de quitter la Russie. Ils souffrent culturellement. Ils se sentent chez eux, réellement. Ils ont l'impression d'être en France, mais pas dans la France actuelle, plutôt dans une autre France, plutôt un peu idéalisée, je dirais, plus que idéologisée. Et donc, tu vois qu'il y a une symbiose très forte. Et moi, je continue à croire énormément que la France et la Russie, c'est deux pays qui, pas à court terme, mais à long terme, deux pays qui vont réaliser cette symbiose. J'en suis convaincu. Même si aujourd'hui, rien ne laisse prévoir ce genre de symbiose, moi je suis convaincu qu'elle va se présenter et elle va se réaliser. Tu as quand même des grands hommes français. Hein. De Gaulle, c'est évident. Il sentait bien qu'en Russie, il y a quelque chose, on peut pas. Ces gens sont proches de nous. Tu vois. Robert Schuman, le fondateur de l'Union européenne, pas du tout anti-russe, il était anti-communiste. Mais lui, Robert Schuman, disait toujours la Russie appartient à l'Europe. La Russie a vocation à être dans l'Europe. Ce que je vois, c'est que bien des Européens pensent être Européen, c'est être latin. Et être latin en fonction du politiquement correct d'aujourd'hui. Et là, je leur dis, mais attention les gars, l'Europe, c'est pas seulement ça. Dostoïevski se considérait mais complètement européen à 100%. Et d'ailleurs, quand il critiquait l'Occident, c'est parce qu'il critiquait l'Occident qui renonce à ses racines européennes. C'est ça ce qu'il critiquait. Il ne critiquait pas l'Europe, il adorait l'Europe. Il disait, nous sommes plus encore européens que russes. Et c'est parce que je suis russe, il disait que je suis européen. Tu vois, c'est parce que je suis russe que je suis européen. Donc le russe, il est naturellement européen. Il est naturellement européen. Les Européens, aujourd'hui, ils renoncent à leurs racines européennes. Hein, et donc, on ne sait plus ce que ça veut dire qu'être européen. Les racines européennes, c'est clair, c'est la tradition antique grecque, cette idée que
qu'il y a une réalité transcendante que l'on peut connaître par l'intelligence humaine. Donc c'est le refus de l'immanence, c'est l'acceptation de la transcendance, et les réalités transcendantes que l'on peut connaître par l'intelligence humaine. La deuxième source européenne, c'est quand même le droit, c'est-à-dire que le droit, c'est ce qui est juste, tu vois, c'est les Romains. Le droit, id quod justum est, ça c'est ce qu'est le droit, ce qui est juste. Et puis la troisième source, c'est évidemment le christianisme. Mais ces trois sources, aujourd'hui, on les a complètement anéanties. Aujourd'hui, il n'y a plus de transcendantalisme, on ne croit plus du tout. On a la capacité de l'esprit humain de connaître les choses qui transcendent l'esprit humain. Tout est complètement immanent, depuis Descartes, le cogito ergo sum, donc on a créé le monde de l'immanence. L'être, c'est la conséquence de ma pensée, et non pas l'inverse. Je produis l'être par ma pensée, le subjectivisme absolu. Au niveau du droit, le droit, c'est la force. Le droit, c'est les lois. Le droit, ça n'a rien à voir avec la justice, ça n'a rien à voir avec ce qui est juste. Pour la plupart des gens, le droit, c'est le droit positif. Voilà, moi, c'est ça le droit. Voilà. Et donc, il faut observer les lois. Et c'est ça le droit. En tant que juriste, je rigole, bien sûr, parce que le droit naturel, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça n'existe plus. Et puis le christianisme, on a voulu l'anéantir en commençant par Valéry Giscard d'Estaing, il y a une vingtaine d'années, en disant le christianisme n'a absolument rien donné à l'Europe. Il n'existe pas, il ne doit pas être dans la Constitution comme source de l'Europe. Des Européens même, des gens qui sont imbus de valeurs chrétiennes, disent le christianisme, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc il ne reste plus rien de l'Europe. Mais les Russes essayent aujourd'hui de revenir un petit peu à leur passé, donc ils essayent de revenir à ces valeurs européennes, et les Occidentaux, ils les ont anéantis chez eux. Et donc là, il y a une question sérieuse de se poser qui est européen? Mais qui est européen? Tu comprends? Les choses sont plus si faciles. À l'époque bolchevique, c'est très clair. Le bolchevisme, c'est anti-européen, ok? Il y avait encore quelques Européens ici. Aujourd'hui, les Russes sont sortis du bolchevisme, ils essayent de revenir à leurs valeurs traditionnelles. Les Occidentaux sont rentrés dans l'idéologie. Ils nient les principes de la nature humaine, etc. Donc ils sont en train de détruire complètement toutes leurs racines européennes. Donc dans cette situation, tu te poses la question, mais alors qui est européen? Donc c'est très complexe, mais il faut réfléchir. Et je pense qu'il faut surtout élargir le cadre de notre réflexion. Il faut réfléchir beaucoup à ça. C'est quoi l'Europe? Ça veut dire quoi être européen? Ça c'est la question numéro 1. Et si on n'arrive pas à répondre à cette question, on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement. Donc l'idée fondamentale, c'est que il y a non seulement une collaboration, mais une symbiose qui doit se réaliser, chimique, entre l'Orient européen et l'Occident européen, et que si on ne la réalise pas, c'est la fin, on ne peut pas sortir. Aussi bien l'Orient que l'Occident européen ne peut pas sortir de sa problématique si elle ne réalise pas cette symbiose. C'est un corps, l'Europe c'est un corps. L'Occident, l'Orient, il faut que ça fonctionne. Il faut que les deux poumons fonctionnent en même temps. Sinon on tombe dans l'asphyxie spirituelle. Merci beaucoup pour votre éclairage, Alexandre Havard. Merci à vous, c'était très agréable de partager avec vous ces idées.